Arabe et japonais. Japon et monde arabe. Deux pans de l'humanité aux antipodes l'un de l'autre. L'un à l'apogée de la civilisation, l'autre à son périgée. Deux parcours historiques opposés, l'un allant du Moyen Âge vers le monde moderne, l'autre du monde moderne vers le Moyen Âge. Deux tentatives de renaissance, l'une réussie, l'autre avortée. À la fin du XIXe siècle, le Japon était sommé par les puissances occidentales de s'ouvrir au commerce international. Son retard, dû à son insularité, était tel qu'il était sur le point d'être colonisé. Militairement, économiquement et techniquement, il était colonisable. Mais culturellement, socialement et psychologiquement, il ne l'était pas, comme il ne l'a jamais été et ne le sera. À l'époque, la Tunisie et l'Égypte venaient de tomber dans l'escarcelle du colonialisme français pour la première et britannique pour la seconde. Les deux pays ont été obligés de concéder la gestion de leur pays à ces puissances parce qu'ils étaient lourdement endettés auprès d'elles. Ils étaient devenus des protectorats. Lorsque le canal de Suez est inauguré en 1869, il est propriété de l'Égypte pour moitié et de la France pour l'autre. Cherchant à contrôler cette nouvelle voie maritime, l'Angleterre rachète en 1876 les parts détenues par le Khedive Ismaël, obéré de dettes auprès de ses banques. Le Khedive, c'était, disons, le gouvernant, l'équivalent du roi, de l'émir. La France et l'Angleterre deviennent propriétaires de la Compagnie universelle du canal et se substituent à l'État égyptien dans la collecte des impôts pour se faire rembourser. En 1888, un officier égyptien, le colonel Orabi Pacha, fomente une révolte contre le Khedive et la mise sous tutelle de son pays. Le peuple égyptien se soulève. L'armée britannique intervient, réprime le mouvement et exile Orabi Pacha à Ceylan, actuellement Sri Lanka. Les échos de ce mouvement de résistance parviennent au Japon, où un intellectuel nationaliste, Shiba Shiro, qui a rendu visite à Orabi Pacha au Sri Lanka, dans son exil, suit avec intérêt les conflits entre les puissances européennes et les peuples colonisés. Donc cet écrivain japonais publie un roman historique en 12 volumes, intitulé Kajin no Kigu, qui rencontre un grand succès. Dans ce feuilleton, un épisode est réservé à l'épopée d'Orabi Pacha. Les lecteurs japonais se reconnaissent dans les personnages du roman qui leur décrit les voies par lesquelles peut s'insinuer une occupation coloniale, l'endettement extérieur et les traités inégaux. Or, le Japon était endetté auprès de l'Occident et confronté au système de double juridiction, nationale et étrangère. Le gouvernement japonais envoie des missions en Tunisie et en Égypte pour étudier la situation de ces pays. Les fonctionnaires nippons s'étonnent de voir des Français et des Anglais diriger les services publics tunisiens et égyptiens, douane et fisc. Tout le monde connaît de nos jours l'argument utilisé par des générations de ulama et intellectuels musulmans, selon lequel on peut se développer sans rien changer à sa culture et à sa personnalité. Et la meilleure illustration en est le Japon. Or, un spécialiste japonais du monde arabe a apporté la contradiction à cet argument. Il s'agit de Nobuaki Notohara, un ambassadeur nippon arabisant qui a passé 40 ans de sa vie dans la péninsule arabique et traduit plusieurs livres de l'arabe au japonais. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Les Arabes, point de vue japonais », où on peut lire, je cite les passages de ce livre. À chaque fois que des Arabes se rencontrent à un colloque scientifique et que le Japon est mentionné, les participants comparent le renouveau japonais au renouveau arabe tant espéré. Ils affirment que le Japon a réussi à intégrer le nouvel âge tout en préservant sa culture. Il semblerait qu'il cherche ainsi à se trouver des excuses, à se justifier en disant
On peut intégrer l'âge de la modernisation, de la mondialisation et de la production sans pour autant renoncer à son héritage social, au monde politique traditionnel, aux normes comportementales qui ne sont plus de mise aujourd'hui. Et l'auteur continue. Et si on leur répond que les Japon ont intégré l'époque moderne parce qu'ils ont renoncé au modèle politique et au comportement social auquel ils étaient habitués et qu'ils ont adopté de nouvelles idées, certains Arabes réagissent avec stupéfaction, refusant d'admettre les faits. Au Japon, chaque jour apporte son lot de faits nouveaux, alors que l'Arabe se contente de reconstruire les événements du lointain passé.